Gilles Laferté, bonjour. Vous êtes directeur de recherche en sociologie à INRAE. Et donc, on vous a demandé de jouer le jeu de grand témoin au cours de ce séminaire, c'est-à-dire que vous avez assisté à l'ensemble des présentations sans avoir eu spécialement les documents fortement en avance. Et donc, on vous laisse la parole pour 15-20 minutes pour voilà, nous présenter un petit peu faire une sorte de prise de recul sur ces différentes présentations et nous présenter les grandes lignes de ce que vous avez retenu de l'après-midi. Très bien, bah bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'invitation. Et moi j'aime bien les trucs à chaud justement parce qu'on peut, on est moins tenu comme mes collègues par la preuve, le statut de l'empirie, donc on peut lâcher des logiques interprétatives sans qu'on nous en veuille tant que ça puisque on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer. Donc voilà. Je voudrais revenir du coup j'ai réussi à structurer quand même 4 points. Le premier temps sur l'appel lui-même et puis les formes de réponse que vous avez eues. Un deuxième point sur les réflexions que ça génère de mon point de vue, qui est toujours situé, sur la littérature sociologique. Un troisième point plutôt axé sur l'impact que peuvent avoir ces recherches, notamment en termes de politique publique. Et enfin, j'ai pointé quelques manques de mon point de vue dans le panel pourtant déjà très complet des réponses que vous avez reçues. Donc la première chose sur l'appel lui-même, il me semblait absolument nécessaire de faire cet appel. Je pense que là, on a à la fois dans la présence de la salle en ligne, l'intérêt d'un monde professionnel pour une question vive autour du vieillissement, des agrandissements que ça génère ou pas, sur le renouvellement de la population, le salariat, tout ça. Bon, toutes les questions politiques publiques qui sont derrière. Donc merci à la cellule prospective d'avoir pensé à ça. Et je pense que la réponse que vous avez obtenue, d'un point de vue du casting méthodologique, on peut dire, entre des démarches sociologiques quantitatives diversifiées, ethnographiques, situées, des entreprises collectives de recherche, me semble donner un cadrage relativement fin, à la fois en termes de trajectoire. Je pense que là, les impacts sur la sociologie des groupes sociaux sont importants, et j'y reviendrai. Trajectoire, style de vie, à la fois en termes des entreprises ou des formes d'organisation agricole, et bien sûr sur les temps de travail et les réorganisations que peut ou pas réengendrer les nouveaux entrants en agriculture. Donc félicitations à tous les collègues qui ont pu présenter et aux équipes qui ont travaillé. Et il me semble aussi intéressant le profil des sociologues qui ont répondu, puisqu'il y a beaucoup d'écoles d'agronomie, il y a beaucoup de collègues d'INRAE, dont je suis moi-même, il y a un peu d'universitaires, et donc comme s'il y avait une sociologie de l'agriculture qui était forte, et c'est assez spécifique aux institutions de recherche françaises, qui ont effectivement une forte tradition de sociologie et d'emploi en sociologie sur les mondes de l'agriculture. Donc le centre d'études et de prospective peut lancer d'autres appels, il y aura des réponses. On appelle il y a un luxe français, d'une certaine manière, du point de vue des dirigeants et des institutions, c'est qu'il y a du répondant en termes de recherche en France sur ces questions. Euh, des remarques plus centrées sur les réflexions sur la littérature sociologique que m'occasionnent les présentations. Alors moi, j'ai pris un énorme plaisir à vous écouter. Parce qu'il me semble que on a un exemple ici très important de terrain et de recherche qui peuvent renouveler les approches en termes de structure sociale et de la sociologie des classes sociales bien au-delà du groupe des agriculteurs. Et je vais essayer de développer ce point-là. Et je trouve ça très intéressant, c'est la manière dont on parle de la morphologie des groupes sociaux, le dialogue qu'il y a eu dans toutes les communications entre le langage qu'on pourrait qualifier d'indigène par les institutions, par les groupes sociaux dont on parle, qui vont eux insister sur des acronymes qui paraissent très exotiques à tous ceux qui ne sont pas du monde agricole, un IMA ou un IMA, NIMA, même nous on ne sait plus qui est lequel des deux, les hors HCF, CF, hors
familial, cadre familial, ça parle à personne d'autre qu'au monde des institutions agricoles. Et n'empêche, même ce matin, on nous a rappelé que c'était pas un terme officiel, n'empêche, il est omniprésent dans toutes les présentations et dans tous les cadrages institutionnels. Comme si, et ce qui est intéressant, c'est que les réponses sociologiques ont été faites de, oui, un peu, peut-être, d'accord. Ouais, ça n'a pas l'air, du point de vue des sociologues, aussi déterminant pour classer, organiser les représentations sur le groupe agricole que pourtant les institutions semblent répéter à l'envi. C'est un vocabulaire que je ne connais pas la trace. Jacques Rémy, qui est ici, a adoré tracer les termes pour décrire de manière indigène les groupes agricoles. Donc, je pense qu'il y a une histoire de ces termes à faire pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Et il me semble que c'est des termes qui disent d'abord que le regard sur l'agriculture est porté par les héritiers de l'agriculture et que donc on se place toujours et ces institutions sont une partie des mondes agricoles. On nous a bien montré qu'il y avait 20, 30, 40, 50 selon les données, mais en tout cas, il y a un groupe qui définit la représentation et qui donne aux institutions les formes de sa représentation du groupe agricole. Or, le groupe agricole est en plein renouvellement. Et c'est ce groupe-là qui est un peu inquiet, qui se demande c'est qui ces nouveaux qui est encore en face de nous qu'on va appeler les autres. C'est les autres, c'est les hors cadres familiaux, c'est les autres. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. J'ai pas fait cette histoire, mais il faut faire cette histoire. Et en face, les sociologues, ils disent non, non, non. Et eux, ils partent d'une histoire qui est complètement différente et qui est pourtant centrale dans l'histoire de la sociologie, de Karl Marx à Bourdieu. C'est vraiment les agriculteurs qui posent un défi central à la sociologie. Ils sont inclassables du point de vue, alors un des textes de nos prédécesseurs, Claude Grignon, a parlé des paysans inclassables, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans la structure de classe. Or ici, qu'est-ce qui s'est passé dans toute la journée? Ils viennent des classes supérieures, classes moyennes, des classes populaires. Tout le monde relie ce groupe à l'aune d'une lecture de classe. D'accord? Et donc, il n'y a pas un groupe qui serait agricole au sens une classe d'agriculteurs. Il y a plusieurs classes où le groupe agricole se serait en train de se diffracter et se normaliser d'une certaine manière, puisqu'il redevient classable, ou il devient classable dans différentes parties de la société, dans différentes hautes fractions de classe. Or, ce n'est pas du tout le schéma que nous donnent les syndicats, puisqu'il y a toujours l'idée des agriculteurs. Les agriculteurs existent comme groupe. Donc il y a une sorte de tension là qui semble se dessiner et que les nouveaux entrants accélèrent. Et donc, il me semble quelque chose qui a vraiment dans une perspective socio-historique ce que nous donnent à voir ces travaux les plus contemporains qui nous ont été exposés aujourd'hui, c'est qu'on est très très loin de la théorie des classes de Karl Marx, ou le sac de pommes de terre, donc il n'y a pas de conscience de classe, il y a juste une classe en soi, ils seraient tous autarciques, voilà, avec les mêmes conditions de vie, mais ils n'ont pas conscience d'être du même groupe. Là, il y a une construction de la conscience du groupe qui est constante. Est-ce que tu es de ma famille, pas de la famille agricole, ça, donc la construction de la conscience, elle est très très forte. C'est pas non plus le coupure en deux de la lecture marxiste de Marcel Jolivet, en disant les gros se reproduisent, les petits vont partir, parce qu'il y a plein de nouveaux entrants qui sont énormément dotés en capitaux culturels, même si c'est une frange, et il y en a d'autres qui en ont plus, mais qui peuvent être plus dotés en capitaux culturels que ceux qui sont en place. Donc les petits ou les entrants ne sont pas nécessairement en bas de la structure des mondes agricoles, et donc on n'est pas du tout dans une perspective où les héritiers vont nécessairement gagner la bataille de la représentation des groupes agricoles. Donc, qu'est-ce qui me semble important et c'est pas non plus du tout le schéma de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu les mettait en bas, la classe objet, bon, il forçait le trait, mais ils étaient peu dotés culturellement, peu dotés économiquement. Donc, la crise de la reproduction paysanne mettait en bas de la structure sociale les agriculteurs. Or là, on voit qu'il y a des groupes sociaux fortement dotés en capitaux culturels et économiques qui investissent le monde agricole, et des mondes agricoles bien dotés en capitaux économiques qui cherchent à se reproduire et qui réussissent à se reproduire dans des activités économiques agricoles. Donc, le schéma de structuration du groupe des agriculteurs est en train d'évoluer de manière rapide en ce moment, et personne ne sait trop dans quel sens ça va. Et moi, je proposerais, à la lecture de ce qui nous a été proposé, une repolarisation du groupe agricole en minimum 3 groupes. Et on peut se multiplier, je pense, les diversifications, mais je pense qu'il y a au moins 3 groupes, et il y a
on pourrait le dire de manière un peu caricaturale, quelque chose qui est central, me semble-t-il, pour la théorie des classes, par rapport à ce que Pierre Bourdieu a pu développer autour de capital économique, capital culturel, qui sont revenus rapidement dans les communications, c'est la structure morale, la structure politique, qui était très forte dans la théorie des classes de Marx et qui a été plus ou moins abandonnée par la suite, en mettant en avant l'économie et la culture. Or là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des groupes qui sont en train de requalifier la structure, enfin, les professions agricoles, symboliquement, par un travail politique autour de l'environnement, du bio, de la transition agroécologique, et qui vont donc donner un travail sur la légitimité à être un bon producteur, quelqu'un d'utile, avoir un bon boulot, en comparaison de mauvais boulot qui serait nocif pour la planète, qui serait donc, il y a un déplacement normatif d'une partie des entrants ou même de ceux qui sont dans les mondes agricoles, qui vont redéfinir les positions agricoles. Ce qui fait qu'on a au moins, à mon sens, trois groupes qui me semblent se détacher. Il y a une sorte de celle qui vit de ses rentes, ses héritiers conventionnels ou qui s'adaptent, mais en tout cas qui a qu'on pourrait qualifier d'une bourgeoisie économique classique, qu'on pourrait rapprocher des mondes des chefs d'entreprise ou des artisans à mesure que les exploitations agricoles sont devenues des entreprises agricoles qui se sont diversifiées sur d'autres activités. Il y a un groupe tenu plutôt par des capitaux culturels, mais aussi économiques, qui, eux, partent plutôt vers des exploitations qui vont réussir à être rentables et qui sont dans des modèles alternatifs par rapport au modèle de l'agriculture conventionnelle. Et donc, c'est plutôt une structuration classique des sociologues entre une bourgeoisie plutôt économique et des formes plus culturelles de structuration. Et on a une partie basse de la structure sociale des mondes agricoles, plutôt proche des mondes populaires. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est pas simplement des gens qui vont sortir, comme ça historiquement était le cas. On a toujours parlé il faut de l'aide au départ pour les petites structures, des choses comme ça. Là, c'est des nouveaux entrants. Il y a des nouvelles classes populaires qui rentrent dans les mondes agricoles. Je sais plus dans quelle présentation ça a été, dans les deux premières, je crois, ça a été assez souligné. Donc, c'est quelque chose qui est relativement neuf, un peu inattendu, par rapport à la presse agricole, justement, qui parle, si on suit la ligne défendue par Simon Paye sur l'idée qu'on insisterait plutôt sur les entrants du haut et plutôt que les entrants du bas. Donc il y a cette polarisation en trois groupes qui me semble intéressante à noter et qui va nécessairement produire du conflit. On peut anticiper du conflit social, on peut anticiper une dégradation des rapports entre les mondes agricoles, on peut anticiper des conflits de légitimité de mobilisation par certains groupes contre d'autres. Donc la tripartition syndicale contemporaine, elle a de l'avenir, a priori. Donc l'autre point que je trouve intéressant, c'est cette idée de normalisation un peu qu'il y a dans les textes par rapport à la structure sociale, c'est-à-dire ils sont plus inclassables. Et pourquoi ils sont plus inclassables? Non seulement le rapport à la culture, au diplôme, aux pratiques culturelles, même si ça n'a pas été trop insisté, on n'a pas trop insisté, le style de vie, il y a encore est-ce qu'ils sont plus ou moins en termes de vacances, tout ça, mais la normalisation, elle est surtout dans la position, dans la structure de production, avec cette idée de salarisation montante et de définition assez importante des formes salariales, et qu'elle répond l'idée de la définition du chef d'entreprise, du chef d'exploitation, qui est donc une forme extrêmement classique de la division du travail et qui a été pourtant longtemps la singularité du monde agricole. On était à la fois exploitant et exploité, exploitant de soi-même. Il y avait une sorte de confusion des rôles qui semble là, peut-être progressivement, en tout cas pour les parties hautes de l'agriculture, se clarifier. Deuxième axe sur la sociologie, la lecture sociologique, qui me semble important, c'est ce qu'on pourrait appeler une sociologie des professions, une sociologie économique, plus qu'une sociologie de structure, des structures sociales ou des classes. C'est, je pense, alors c'est peut-être les présentations qui incitent à ça, mais on a l'idée que ces nouveaux entrants sont forts d'une inventivité entrepreneuriale extrêmement stimulante. Ils ne sont pas dans des formes de reproduction. On ne sait pas trop quelles sont les institutions qui les cadrent dans les présentations, parce qu'on est vraiment c'est peut-être l'inconvénient de passer par des logiques de trajectoire. Mais en tout cas, toute la sociologie de l'innovation, elle insiste énormément sur ces trous structuraux, c'est-à-dire quand vous mettez des gens à l'interface entre différents mondes, ils vont inventer. Celui qui réinvente le marché en étant un intermittent du spectacle, ce type d'invention
comportementale ou professionnelle, risque de se développer puisqu'on met dans des positions de production des gens qui ont des socialisations diversifiées. Et donc, on devrait avoir une inventivité des pratiques autour du monde agricole. Euh, parce que j'en ai encore quelques. Bon, ok. Non, je voyais une inquiétude, je m'inquiétais moi-même. Et donc, moi, ce qui me semble aussi très intéressant dans ces trajectoires diversifiées sur la profession, c'est non seulement une inventivité des pratiques professionnelles dans les mondes agricoles, mais aussi une réinvention de la multi-activité. Parce que ce qui frappe quand même, et là, on a l'impression que c'est le miroir à la déception, le miroir aux alouettes, quoi, le rêve agricole de la requalification symbolique de la profession, un boulot utile, en phase avec ses convictions, des pratiques environnementales que soi-même on va réussir à révolutionner, ça. Finalement, pas de revenus, du surtravail, du surmenage. Donc, il y a une conflictualité là, il y a une déception là qui risque, à mesure que le temps passe, de redevenir des formes de mobilisation. Et on a l'impression que seules les classes supérieures qui sont en reconversion ont le luxe de leur moralité dans l'agriculture, d'une certaine manière, c'est-à-dire comme le conjoint a gardé une profession qui financièrement est rentable, qui peut soutenir l'exploitation, on peut rester maraîcher dans un circuit court, bio, en phase avec ses normes sociales, avoir une moralité supérieure, puisque les revenus sont garantis d'une certaine manière ailleurs, chose que d'autres groupes sociaux qui rentrent dans l'agriculture pour le même rêve en termes de moralisation de soi-même, position sociale élevée dans la structure morale, ne peut pas le tenir parce qu'économiquement, il se retrouve face à de grandes difficultés. Donc, mes deux derniers points, réflexion sur l'impact pour les politiques publiques et les manques dans la démarche. Rapidement, il me semble que la diversification des profils qui nous a été présentés incite vraiment à une diversification des politiques d'aide à l'installation. C'est-à-dire qu'il y a des différences importantes et qui ne sont pas du tout uniquement de l'ordre du business plan, du plan comptable, de l'efficacité économique de l'exploitation, mais du phasage des trajectoires, ça a été très bien dit dans la dernière présentation, avec le profil d'exploitation, avec le projet de vie qui va avec la zone, l'espace social dans lequel on cherche à s'insérer, qui a peut-être été moins travaillé dans ces communications, mais qui me semble être très importante à réfléchir du point de vue des politiques publiques et des personnes et des institutions qui accompagnent les personnes et qui, je pense, sont très très forts pour gérer pour voir la gestion, la prévision de la gestion de l'exploitation, mais qui doivent être aussi formés à se préparer à ces projets d'installation qui vont beaucoup plus large qu'une entreprise et une gestion d'entreprise. Et donc, du coup, ça incite à aller travailler, à mon sens, sur les guichets. Il y a toute une sociologie des guichets en sociologie politique en France qui est importante. Et donc, comment les différents groupes agricoles ou les groupes d'entrants en agriculture se saisissent ou pas des politiques publiques disponibles et des guichets qui sont face à eux. Et enfin, juste pour conclure sur ce qui me semble manquer encore à la démarche, j'ai envie de dire, c'est la géographie. Le style de vie, on pourrait les détailler, mais il me semble que les différents groupes sociaux seraient, les mondes agricoles sont les mondes géographiquement les plus diversifiés. Entre un cadre de Lyon et un cadre de Marseille, en cadre de Paris, oui, il y a une structure sociale plus vers le haut. Mais entre les cadres des grandes métropoles, ils se ressemblent énormément sur le territoire. Les agriculteurs, si vous êtes dans la Beauce ou dans le Massif central ou sur la côte provençale, vous avez probablement pas du tout la même structure d'exploitation et pas du tout les mêmes orientations des possibles sociaux qui sont face à vous. Et donc, l'idée que, a priori, on peut imaginer que beaucoup des nouveaux entrants qui sont sur les capitaux culturels vont essayer de coller au marché de circuits courts et donc coller aux métropoles. On gagne dans les couronnes périurbaines ou dans les campagnes gentrifiées, esthétisées, mises en tourisme, versus des campagnes populaires qui vont être tenues par des héritiers aux productions plus conventionnelles et qui vont donc du coup écarteler les campagnes. C'est pas simplement un conflit politique dans les mondes agricoles qui se préparent, c'est aussi des répartitions de campagnes différentes et de spatialisation du problème social qui germe, qui risque d'arriver. Voilà.